On a quand même un jeune là qui a l'air d'avoir l'intention de s'installer. Ouais. Ça vous fait pas peur tout ce qu'on dit? Ah ben si, enfin ça... On sait pas l'avenir, on sait pas. Mais vos parents, ils vous ont élevé, ils en ont toujours vécu. Alors, Ah bah oui. c'est quoi le paradoxe là? On a l'impression, on voit que plus ça va, plus c'est difficile. Vous savez, je ne vais pas vous reprendre l'histoire de Fernand Reynaud, mais aujourd'hui, c'est du Fernand Reynaud ou c'est réel que vous n'arrivez pas à vivre si ce n'est en jouant sur de la trésorerie? Non, mais vous pouvez peut-être pas savoir, je demande aux plus ceux qui sont déjà installés. Ça a eu payé, mais... Voilà, on y est. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Non, actuellement, ça paye pas. Ouais. La moyenne MSA, suffit de poser la question à la MSA. Mais la moyenne MSA de revenus, c'est entre 300 et 500 euros mensuels. Je vais vous poser une question, hein, parce que c'est qui est choquante. Hein. Mais on parle beaucoup de suicide. Nous, là, dans le bocage, on a l'impression qu'il y a une chose quand même qui se passe, c'est que vous prenez des initiatives, que vous entraidez les uns les autres, prêtez du matériel, des choses. On a l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, mais il y a beaucoup de suicides même chez nous. Il y a quelques cas. Je pense que notre force, c'est qu'on est resté quand même sur des structures, pas des très grosses structures, plutôt familiales, associatives. En fait, on est très. C'est le lien humain qui vous permet de tenir. Et en fait, pour fonctionner, nous on est obligé de fonctionner avec nos voisins, sinon on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'acheter du matériel tout seul. Donc on est obligé de travailler avec nos voisins pour investir ensemble. Donc on a un contact très fréquent et en fait on partage les mêmes difficultés tous. Donc ça nous tient. Ouais. Et ce qui nous tient aussi, c'est qu'on a beaucoup de diversité. Ça nous pousse à aller plus loin. Voilà, ça nous pousse à aller plus loin. Non, attendez, alors, je reviens sur quelque chose. Là, à l'heure actuelle, on est chez des gens, tout c'est du conventionnel, enfin quand même, vous avez des produits de qualité aussi. Mais là, tout à l'heure, je voyais que quand on s'est promené là, dans votre exploitation, quand on voit l'investissement qu'on a vu là pour les vaches, là, l'écurie derrière, quand on voit aussi, si j'ai bien compris, vous avez aussi une manière de les alimenter qui répond strictement à l'imagination des consommateurs pour faire plaisir aux vaches. Si j'ai bien compris, elles sortent beaucoup vos vaches. Et puis l'herbe est fondamentale. Expliquez-nous comment c'est fait, monsieur, parce que l'intérêt il est économique aussi, et puis ça fait aussi partie du bien-être animal. À partir du moment où l'animal il sort dehors, il est quand même mieux, que ce soit au niveau des pattes, au niveau alimentaire, il se régule plus facilement, quoi. Et puis vous faites, j'ai vu, vous donnez beaucoup d'herbes, vous donnez beaucoup d'importance aux prairies. Vous m'avez expliqué que vous aviez un système. On travaille avec le système du pâturage tournant dynamique qui consiste à changer les animaux tous les jours de parcelles en fait. Une grande parcelle elle peut être divisée, en fait on divise en fonction du nombre de vaches qu'on a présentes. On a en moyenne 75 vaches présentes par jour. On sait qu'il nous faut, c'est un calcul un peu théorique, on sait qu'il nous faut à peu près 0,80 hectare par jour pour les vaches. Et une journée c'est 24 heures, c'est-à-dire jour et nuit. Ah, jour et nuit. Et combien de temps combien vous les mettez les vaches en fait, on les sort début. Ah oui, ça dépend de la saison. Ça dépend. C'est la météo qui nous commande, comme dans beaucoup de choses dans notre métier. Mais on va en moyenne, on essaie de les sortir fin février, début mars. Et après, on va jusqu'au mois de mai, où cette année c'était début juin, et puis après c'était compliqué vu la sécheresse. Ah oui, sinon. On n'a pas encore reparti au pâturage, c'est trop sec encore. Sinon, elles y sont toute l'année. Si la pluviométrie est là, oui. Du printemps à la fin de l'automne, on va dire. Oui. Ah oui. Et donc elles sont nourries principalement en herbe. Principalement à l'herbe. Voilà. Et donc ce qui fait qu'elles ne prennent pas vu que c'est de l'herbe, il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a moins, on achète beaucoup moins en fait quand c'est comme ça. Mais bon après c'est comme je vous dis, c'est la météo qui fait tout. Hein. Et en fait c'est la météo qui régule aussi le coût de production. En fait. Non mais beaucoup moins sur les prairies. Vous mettez quelque chose sur les prairies? On met un peu d'effluent, peu en fait, parce qu'on implante. Non mais vous ne mettez pas de chimie? Non. Ah ben. On met des trèfles en fait, et on fait des mélanges de ce qu'on appelle la multi-espèces. Et après c'est plus compliqué. En fait, le fait de pâturer souvent et assez intense. Ouais. En fait, ça fait que
la place aux mauvaises herbes, elle est plus trop là, quoi. Ah, C'est un nettoyage. Tout ça, je vous demande ça. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était très chouette. Hein. On voit toutes les terres que vous avez avec les haies autour et tout, le bocage, là, et on a l'impression qu'effectivement, les vaches, elles y prennent plaisir. Mais au-delà de ça, ça fait vous faites du lait, donc, qui est quand même, qui répond aux attentes des consommateurs. Et comment vous le vendez, ce lait? Il est valorisé pour tout ça ou pas? Chez nous, il est. Par rapport. Il n'est pas plus valorisé qu'un autre lait qui est produit différemment, en fait. Il est allé pour des vaches qui vont jamais dehors, il est mis avec dans la cuve? Il est pareil. Enfin, oui, il est vendu. Alors pourquoi? Alors c'est qu'une question de conscience personnelle de se donner de la peine comme ça? Non, parce qu'en fait, ça impacte simplement le coût de production. La qualité du lait chez quelqu'un qui ne sort pas ses animaux, ou beaucoup moins, elle n'est pas forcément meilleure. Ah oui, parce que c'est pas vendu simplement la quantité, il regarde aussi la qualité matière grasse. Tous les 2 jours, quand le camion il vient chercher, il relève la quantité, si la température du lait elle est bonne au niveau de la réfrigération du tank. Et puis après, on a des analyses toutes les semaines de notre lait, qui fait qu'à la fin du mois, en fonction de la qualité des analyses, on a un plus. On a un prix de base qui est donné. Aujourd'hui, il est à 330 € la base. Et après, en fonction des taux de matière grasse, des taux de protéines, des taux cellulaires, enfin de multiples critères, en fait, il est payé plus ou moins. Ouais. Et 330 €, là, ce que vous me dites là, et un lait derrière, un litre de lait, c'est revendu combien? En moyenne, après, aujourd'hui, c'est peut-être vendu 75 à 80 centimes le litre à peu près. Oui, d'accord. Et alors, parce que dans l'esprit commun, ça c'est un truc que nous on réalise pas, c'est à discuter avec vous que ça m'est venu à l'idée, c'est qu'en fait quand vous vendez un litre de lait, c'est pas le même litre de lait simplement mis dans un packaging qu'on retrouve dans la grande surface. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'on enlève beaucoup de choses, si j'ai bien compris. Après, on se sert de... Ça dépend de l'entreprise, Nous on travaille avec une coopérative, après ça dépend de ce que fait la coopérative, si elle fait que du fromage, si elle fait que du beurre, si elle fait que du lait, ça dépend de... La valorisation se fait en fonction de la transformation. À moi, c'est pas très clair ce que je dis, mais moi il me semble, dans mon esprit maintenant, c'est que 1 litre de lait, on dit, bon, vous avez 330, il est vendu, on va dire, on a dit 75, 80, c'est ça? Oui. Hein? Et ben, c'est vrai qu'entre ça et ça, le comparatif, il ne faut pas qu'il se fasse là. Il faut pour vous valoriser votre production, il faut regarder toute la valeur ajoutée qui peut être donnée avec des crèmes, avec ce qu'on prend du litre de lait initial, pour après faire de la crème, des desserts, des machins comme ça. Je me trompe? Oui. Et puis c'est pas le cas? Ça fonctionne et ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la partie de la commercialisation de nos produits, elle est faite par l'outil agroalimentaire. Cette partie de segmentation, elle n'est pas faite par nous. Donc, sauf de cas de vente directe, là, on peut le faire, mais autrement pas. Quoi. Ou alors c'est fait au titre collectif d'une coopérative. Oui, mais par exemple, quand on nous parle de coefficient multiplicateur et tout, dans des systèmes comme ça n'a rien à voir. C'est pas le problème du coefficient multiplicateur, c'est qu'il faudrait regarder combien avec 1 litre de lait, tout le monde se met dans la poche, derrière vous. Oui. Et si je comprends, et vous alors, vous en vivez de votre production? Au jour d'aujourd'hui, on se rapproche un peu plus quand même à 330, on se rapproche. Après, il faudrait monter à moins à 340, mais en moyenne annuelle. L'an dernier, on a fini en moyenne annuelle à 296 € la tonne. Bon, alors, allez, on est autour de la table, et c'est pour ça que je suis là, vos solutions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Ah, vous avez bien des idées, hein? Monsieur Coutan, il a des idées, je le sais. Alors, c'est pour ça que je suis venu. Je sais que vous avez des idées, je sais que vous avez des projets, que vous allez vous prendre en main aussi votre histoire de marque et tout. Mais qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire? Franchement, la vraie entente, parce que la vraie attente qu'on a, chacun d'entre nous dans nos exploitations, c'est de faire en sorte qu'un prix agricole, quand il sort de notre exploitation, il soit payé à son coût de production avec plus la rémunération. C'est aussi simple que ça. Après, après, je pense qu'on aura la capacité de monter en gamme, c'est-à-dire que s'il y a des exigences sociétales, bien-être ou autres, eh bien, ça augmentera le coût de production parce que forcément, mais si on considère que dans un premier temps, on règle sur ces niveaux-là, nous on est capable de faire. Par contre, ce qui serait une erreur, c'est d'augmenter nos cahiers des charges
sans que nous, nos prix soient payés plus cher. Donc en fait, la chose la plus importante qu'il faut, c'est d'admettre, de trouver le moyen de faire en sorte que quand la viande de Nicolas sort de chez lui, elle soit payée à son coût de production. La volaille et Régis, ça soit de la même manière, et le lait à Michael aussi. Donc ça retient, enfin on va dire ça retient pratiquement qu'à ça. Après, l'histoire de segmentation de marché, d'organisation de marché, je pense que ça viendra vite dans un second temps. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Qu'est-ce que vous entendez segmentation de marché? La segmentation de marché, c'est par exemple le lait à Michael. Tout d'un coup, s'il y a une initiative lait pâturage tournant dynamique, c'est un segment de marché, c'est de le valoriser à la hauteur. Oui. Mais tout ça, ça doit s'appuyer sur le fondamental du coût sortie d'exploitation. Ça, il faut l'admettre. Parce qu'autrement, tout ce qu'on fera, ça ne marchera pas. Vous en avez des primes PAC tous? Oui. Quand ils viennent. Heureusement, sinon on met la clé sous la porte. La prime PAC, c'est le revenu. Ça correspond. Pour moi, ça correspond au revenu. On enlève ça, c'est fini. C'est quoi comme prime c'est que lesquelles vous avez vous? Prime vache allaitante et ensuite les primes, les premiers et deuxième piliers quoi. Aujourd'hui, on sait. Je veux dire, on sait même plus ce qu'on a comme prime parce que étant donné que ça vient 2 ans après. Oui, puis ça on a des avances de trésorerie. C'est mon comptable qui me dit, bon, ça doit être ça. Oui, c'est complètement dénaturé parce que dans les années 91-12, quand on n'a pas de prime en place, c'était mis pour satisfaire les consommateurs, pour compenser la perte des prix, la baisse des prix agricoles, pour que le consommateur de son produit ne le paye pas à des prix exorbitants. Mais aujourd'hui, c'est complètement déconnecté de cette réalité-là. On est complètement rendu à l'opposé. Aujourd'hui, ça vient pour compenser des attentes sociétales. Aujourd'hui, c'est venu pour compenser des attentes sociétales sur tout ce qui est normes environnementales, des choses comme ça. Mais par contre, la question du prix qui a chuté depuis les années 90 ou qui est resté le même prix que les années 90, ça, on n'en parle plus, quoi. Ça vous paraît logique, Monsieur Coutan, que quelqu'un l'autre jour m'a expliqué ça. Bon, il n'a pas la langue dans sa poche, il dit pas forcément, il dit des choses de monsieur. Et il me disait, mais est-ce que ça vous paraît logique qu'on paye des impôts pour approvisionner la PAC, qui va principalement à des grandes exploitations et qui vendent à l'heure actuelle un produit à l'export qui rapporte rien, qui ne vivent donc que de la PAC. Ça vous paraît logique? Moi, je sais pas, mais... Si, vous savez, vous savez bien les uns les autres. Il y a quand même des productions qui, quelque part, en bénéficient plus que d'autres, non? Pas des professions, je veux dire, des productions. Bon, on ne peut pas avoir que cette analyse-là. Ah, d'accord, alors dites-moi, parce que c'est peut-être un peu le soutien, aujourd'hui, tous les pays soutiennent leurs agricultures, parce qu'en France, c'est ça. Donc, qu'elle soit petite exploitation, parce que sur la chaîne, par exemple les vaches allaitantes, ça peut représenter très vite dans une petite exploitation des sommes importantes aussi. Donc c'est à modérer, ça reste sur les signes de qualité par exemple, quand on parle de la bio, c'est des aides aussi, et c'est nécessaire, c'est des aides très importantes. Ce qu'ils disent, eux, ce qui est nécessaire, c'est l'aide au soutien pour passer en bio. Oui. Après, ils disent que... Enfin, l'aide au maintien, par exemple, quand aujourd'hui, il y a une ponction sur le premier pilier pour soutenir les ICHN, ça, c'est des incohérences fondamentales de la PAC, parce qu'en fait, on vient de découvrir qu'on va tous être payés moins cher pour le marais pot de vin. Pour le marais pot de vin. Le problème, il n'est pas de ne pas soutenir le marais pot de vin, c'est que quand on a établi des règles, il faut au moins qu'elles tiennent jusqu'au bout, au bout des 4 ans. Puis au bout des 4 ans, on revoit. Et aujourd'hui, pour mettre les agriculteurs en colère entre eux, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc en fait, on a un problème, c'est-à-dire qu'on est passé d'un système où on faisait notre déclaration, hop, tac, tac, dans ce champ-là, je mets ça, tac, 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 j'étends l'animal. La déclaration PAC, c'était lisible. Ça correspondait à peu près à quelque chose. Allez, c'était au 15 octobre, crac, l'aide a tombé. Et on est passé depuis 3 ans à une espèce de foutoir, les agriculteurs ne sont plus payés. Tout d'un coup, on nous dit on retire, on remet, on ne sait plus. Et si bien qu'il y a des gens qui ont, par exemple sur les ME, des retards de paiement excessifs, inadmissibles. Parce qu'en même temps, on nous dit on vient nous contrôler sur ces mesures-là alors qu'on n'a même pas payé.
Ouais. Donc en fait, On avait avec le préfet, l'autre ouais, jour. l'ambition, je pense, de la PAC, mais déjà, c'est que ça, enfin, dans les mesures de simplification, si on va faire partie, il faut que ça soit simple, hein, parce qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de complexification, comme le Vous dit faites beaucoup de Nicolas. papier. Bah non, puis enfin, Ouais. beaucoup. Si vous êtes mis à l'informatique, du coup, Ah bah, Mais, oui, enfin, Oui, tout puis est- la plupart d'entre nous maintenant délèguent à des organismes. on n'est plus Voilà. capable, c'est devenu tellement compliqué. Techniquement, c'est Tout à fait. technique, oui. Et on est en train de calculer des surfaces. et est-ce qu'il y en a un d'entre vous ici qui vivrait sans les aides de la PAC? Non.